Je vais tout de suite céder la parole à notre président, M. Kevin Roy. Donc, merci d'être là ce soir. Donc, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, ça fait 2 semaines. On a dû prendre une pause pour les congés Pascal, pour les congés de Pâques. Il s'est passé quand même beaucoup de trucs depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois qu'on s'est parlé. Je sais que vous avez besoin de savoir, d'avoir de l'information, vous avez besoin de rester informé. Je pense que c'est normal. On veut avoir de l'info sur ce passage qu'on a. C'est inconnu. On nage un peu dans l'inconnu, un peu pour tout le monde. Donc, encore une fois, enfin, on a peu d'informations sur la réouverture des écoles. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu de l'info sur. On a eu comme quoi, je pense qu'on peut dire que les écoles n'ouvriront pas le 4 mai. Donc, on a eu un peu d'infos là-dessus. Il y a l'ouverture des écoles, mais il y a aussi d'autres sujets importants là, pour les parents impliqués. On pensait encore que c'était important de consacrer notre FCPK en direct de ce soir pour faire une petite mise à jour là, sur toutes ces informations-là qu'on a. Plus particulièrement sur bien oui, la situation actuelle là, du COVID. Donc, il y a en deux parties ce soir. Donc, la situation sur la COVID, donc les informations qu'on a en première partie. Puis, en deuxième partie, une mise à jour sur les informations qu'on a sur la mise en place de la nouvelle gouvernance. Donc, la mise en œuvre du projet de loi 40. Donc, c'est un peu le menu de la rencontre de ce soir. Donc, encore une fois, merci d'être présent en grand nombre avec nous. Donc, sur ce, je vais passer immédiatement la parole à Mme Corinne Payne, directrice générale de la Fédération. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer avec quoi? OK, alors, les fois aux questions. Alors, dans les dernières semaines, vous avez reçu 2 types de fois aux questions. Notre fois aux questions qu'on fait à la Fédération, c'est des questions que vous nous posez, puis c'est vraiment axé sur, on va dire, des choses qui sont le plus importantes ou des questions des parents. Aussi, la semaine passée, on a commencé à vous envoyer aussi le document directement de la ministère sur le COVID-19 qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élaboré que notre fois aux questions parce que vous avez tous les éléments de l'éducation, incluant la formation professionnelle, les études supérieures, puis tout ça. Alors, c'est vraiment une belle lecture si vous cherchez des choses à faire dans votre temps libre présentement, si vous avez. Mais il y a 2 types de fois aux questions. Alors, aussitôt qu'on recevoir 2 fois par semaine, supposément, le fois aux questions de le ministère, on va vous transmettre directement. Mais de là, Marie-Hélène apprend nos questions puis les points spécifiques aux parents, puis mettre à jour notre fois aux questions, puis toujours sur notre site. Alors, voilà. On a des questions qu'on a posées, qu'on attend toujours les réponses, mais Marie-Hélène a fait la mise à jour au fur et à mesure des questions pertinentes pour les parents. Ensuite, qu'est-ce qui est ajouté vendredi passé avec la dernière fois aux questions? C'était vraiment le soutien individualisé pour les IHDA. C'est clair dans les réponses de le ministère, c'est une priorité que les élèves IHDA sont dans les communications, qu'il y ait des communications avec l'école. Aussi, pour les envois postaux, c'était clair que si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou accès à Internet, vous pouvez communiquer avec votre enseignante ou votre équipe école, votre direction, puis il peut être en mesure de vous faire des envois postaux aussi. Puis, pour du monde qui a des enfants en secondaire, il y avait des questions sur le passage au cégep, la précision sur l'obtention de leur diplôme secondaire, puis aussi sur les conditions particulières pour les admissions dans les programmes de cégep. Alors, ces réponses sont là. Je ne vais pas vous lire les réponses, mais ces questions-là, on a eu des réponses. Vous pouvez juste imaginer avec tous les partenaires dans l'éducation le nombre de questions que le ministère y recevoir à chaque jour. Alors, il faut qu'ils traitent, puis continuent de nous envoyer continuellement des réponses. Alors, ensuite, je vous parle de
Qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions avec le réseau? Je vais vous dire que toute l'équipe, toute votre équipe à la Fédération des employés sont très actifs dans ce temps ici. Nous avons quasi quotidiennes les rencontres avec le ministère, avec les partenaires de réseau pour les mises à jour, pour échanger, trouver des idées, partager des préoccupations, etc. Aujourd'hui, puis avec la ministre aussi. Alors aujourd'hui, c'était avec la ministre qu'on a eu une rencontre. Vraiment, vous avez entendu les nouvelles presque en même temps que nous, parce que le premier ministre l'avait dit, que les écoles, ils n'ouvrent pas le 4 mai, puis minimalement, ils vont nous donner 2 semaines d'avis. Les discussions qu'on a eues avec la ministre aujourd'hui, c'était vraiment pour les considérations d'une prolongation de la fermeture de l'école, comment faire mieux puis faire plus. Alors, les points que c'était vraiment portés dans votre nom, c'est, je vais résumer dans quelques mots, mais c'était une réunion. Alors, je ne vais pas vous répéter tout ce qui était dit dans la réunion, mais sur le côté des parents, les points que j'ai apporté à cette rencontre dans votre nom, c'est enlever les pressions des parents. Je sais que vous êtes stressés, moi aussi. Il y a du monde en télétravail, il y a du monde qui n'a pas d'emploi, il y a des enfants à la maison, il faut mettre en ligne pour aller à le supermarché. Je sais, c'est un temps stressant. On a peur de toucher quoi que ce soit, etc. Aussi, que les équipes écoles puis les enseignantes, c'est vraiment géométrie variable présentement. Puis c'est obligatoire que les équipes écoles, les enseignantes puis les autres professionnels, d'autres personnels soient au rendez-vous. Que la technologie soit accès l'Internet, accès à des outils, c'est primordial si on a une prolongation plus longue pour les enfants. Puis aussi, le soutien surtout à nos enfants vulnérables, particulièrement les IHDA. Puis généralement, il faut commencer à penser à le soutien psychologique parce que, comme je partage, notre société a changé dans les dernières 6 semaines. On a plein de choses, certaines plus que d'autres, à passer à travers des épreuves qui vont affecter notre psyché pour longtemps. Alors, ça, c'était qu'est-ce qui a été discuté avec la ministre aujourd'hui. Parmi d'autres, vous comprenez que les DG, là, les directions sont là, les cadres sont là. Alors, tout le monde apporte des choses. Mais la ministre, vraiment, la question qui nous a demandé aujourd'hui, c'est les considérations dans la prolongation de la fermeture de l'école, comment on peut faire mieux puis faire plus pour soutenir les parents puis les élèves. Aussi, à part de ces rencontres-là qui sont vraiment des rencontres globales, il y a aussi, je veux juste voir, il y a des questions qui passent. Est-ce que des écoles préparent un plan de retour en classe? Je vais juste répondre, j'essaie, est-ce qu'on sait si des écoles préparent un plan de... Mais c'est un plan qui est en train de faire présentement par le ministère, mais tout est contrôlé par la santé publique présentement. Il n'y a aucune balise à part de... il faut attendre la santé publique pour donner l'OK. Mais qu'est-ce qui est en train de mettre en place présentement, c'est de discuter tout, que quand on va ouvrir, on va savoir. Exemple, les autobus, le récré, etc., etc. Alors, il y a plein de choses. La distanciation, les tout petits, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va instaurer qu'il faut laver les mains, etc., etc. Alors, tout est mis en place. Alors, ensuite, il y a tout aussi, vous avez, si vous regardez les médias, il y a aussi plusieurs comités stratégiques qui ont été mis en place dans les dernières 2 semaines. Nous participons à beaucoup de ces comités-là. Alors, on est ici à la reprise des services éducatifs. Alors, tout ce qui inclut tout service éducatif, aussi incluant le bulletin, la sanction de diplomation, etc. Puis les élèves vulnérables, ces 2 sujets-là, ils sont englobés dans un grand comité. Alors, c'est moi qui est le représentant à ces comités-là. Aussi, il y a un comité sur la vie scolaire, puis c'est tous les autres aspects, à part de le service éducatif, qu'est-ce qui se passe dans la classe, mais tout le reste, au niveau des récrés, services de garde, etc.
Il y a aussi un comité pour les considérations juridiques. Excuse-moi, la vie scolaire, c'est Stéphanie qui nous représente à cette table-là. Les considérations juridiques, c'est Jean-François. Puis c'est vraiment tout qui est juridique pour la reprise éventuellement, entre autres. Ensuite, il y a des services administratifs. Il y a 2 comités qui sont un petit peu moins actifs présentement. Les ressources humaines, c'est moi qui siège là. Puis les ressources financières, c'est soit Hervé ou Kevin, dépendant le besoin qui siège là. Puis après ça, il y a des comités de technologie. Il y en a 3 comités. C'est Hervé qui est attribué à les comités de technologie. Puis lui a eu une grosse réunion cet après-midi, en plus de préparer l'esprit en direct. Alors, Hervé, il va bien mériter un bière puis un dodo tantôt, je crois. Puis il y a d'autres comités aussi où on ne siège pas. Je vais vous dire, c'est quoi? Je vais juste voir qu'il y a des questions. Est-ce que des frais de transport scolaire sont remboursés? On ne va pas parler pour les frais présentement. Tout est en train d'être voir pour les frais. Il n'y a pas de décision, mais tout était en train d'être révisé. M. Legault avait parlé d'ouvrir secteur par secteur. Présentement, il n'y a pas d'indication de comment ça va ouvrir secteur par secteur ou qui va ouvrir puis comment à ce moment ici. Alors, d'autres comités stratégiques qui existent. Il y a la formation professionnelle, formation générale d'adulte. Alors, c'est sûr qu'on ne siège pas. Ce n'est pas du tout dans notre mandat. Il y a aussi les enjeux pour l'autochtone. Alors, on ne siège pas là. Il y a d'autres, il y a des personnes nécessaires qui siègent là. Il y a sur le transport scolaire, mais ici, sur le transport scolaire, c'est vraiment des contrats de transport scolaire. Alors, ce n'est pas la technicalité des transports scolaires, c'est plus traité dans les déplacements dans le comité de vie scolaire. Ici, on parle vraiment les contrats parce que ça, c'est assez élaboré, les contrats. Puis, il y a des travaux de construction et rénovation aussi. C'est très technique pour les ressources matérielles. C'est des contrats puis des permis parce que présentement, l'objectif, c'est si, mettons, l'école ne prend pas comme il faut avant la fin de l'année, est-ce que c'est possible de commencer des constructions puis des rénovations des écoles plus tôt pour avoir les espaces disponibles en septembre? Alors, ça, c'est tous les comités qui sont en fonction, puis ils se rencontrent aux 2 jours présentement. Alors, en plus de tout la poutine régulier, on prépare puis on rencontre à ces comités-là. Puis, comme je dis, ces 4 ici, ce n'est pas vraiment dans notre domaine ou notre niveau d'expertise. On a décidé de mettre nos énergies de notre équipe ou les choses qui sont le plus prioritaires pour les élèves. Le premier diapo qu'on a vu avec tous les comités qui étaient détaillés. Alors, ensuite, pour les dernières nouvelles, rappelle toujours que nous avons sur notre site web une page dédiée à la COVID-19. Ça change à tous les jours. Stéphanie ajoute des choses tous les jours. Là. Alors, c'est important de vérifier là si tu cherches quelque chose. Seconde après-midi, la réalisation de scolaire est déjà faite. Bon, super, Lydia. Merci pour l'information. Aussi, suite à le sondage qu'on avait fait au début du mois d'avril, puis on identifie que le besoin, à part on peut juste être moins stressé, je pense, c'est vraiment la motivation, la conciliation famille-travail, le stress, puis comment on peut aider nos jeunes. Je veux juste noter que ce sondage-là a été fait aussi par nos confrères, nos consoeurs dans les comités de parents anglophones. Puis toutes nos statistiques, ils sont presque identiques, je vais vous dire. La plus grosse différence, c'est les appareils technologiques. En français, c'est à peu près 75 non, c'est à peu près 25 des élèves qui ont leur propre appareil. En anglais, c'est plus vers 50 à 60 qui ont leur propre laptop ou tablette. Alors, c'est une des grosses différences, mais tout le reste, on était pas mal pareil.
Alors, suite à ce sondage-là, on fait aussi des discussions, des rencontres avec plusieurs partenaires, les orthopédagogues, la Fondation d'alphabétisation, les conseillers d'orientation, le réseau Québec Famille, l'Institut de troubles d'apprentissage. On les partage, c'est quoi les inquiétudes des parents. Alors, eux autres aussi, ils sont en train de faire plusieurs outils pour aider, même hors des psychologues à nous contacter, de nouvelles outils. Alors, ici, les orthopédagogues, ils sont ajoutés sur leur page, une page pour ressources parents, pour les parents avec des enfants en difficulté, surtout. Alors, c'est très intéressant. C'était déjà partagé sur notre page Facebook. Alors, tu peux aller sur notre page Facebook, puis tu vas trouver le lien. Mais sinon, tu peux aller directement sur le site web de l'Association des orthopédagogues du Québec. La prochaine, Hervé, c'est l'espace parent. Alors, les conseillers d'orientation, ils sont ajoutés un espace parent aussi avec les informations pour le COVID, pour toutes vos questions au niveau de l'orientation de vos jeunes. Ensuite, la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, eux autres, il y a une ligne parent pour vous aider. Puis, qu'est-ce qui est spécial de cette ligne-là? Ils vont vous répondre sur l'appel, mais aussi, ils vont vous mettre en contact avec des organisations communautaires famille dans votre coin, si vous voulez avoir un soutien un petit peu plus, de votre milieu, excuse-moi. Ensuite, c'est pour garder la santé mentale. Je sais que c'est tout un enjeu présentement pour garder notre santé mentale. Alors, des outils, puis par la suite, les ordres de psychologues. Alors, on essaie vraiment chaque jour sur la page Facebook puis sur notre site web de vous fournir continuellement des ressources pour vous aider. Alors, comme j'ai dit, 2 semaines passées, ça vaut la peine de cliquer sur notre page Facebook puis aller voir toutes les posts parce que des fois, ils n'arrivent pas sur votre fil Facebook comme tel. Ensuite, bien sûr, on ne lâche pas au niveau de médias non plus. Stéphanie et Kevin, je vais dire qu'ils travaillent fort. Stéphanie, elle ne sait jamais quand on va avoir des appels, puis Kevin ne sait jamais de quoi on va le demander. Quoi il faut arrêter pour aller faire des entrevues médiatiques. Alors, dernièrement, on a eu, on était cité dans le soleil. Aussi, c'est quoi la prochaine, Hervé? Ah oui, on a fait une mise à jour sur, étant donné qu'on n'a pas eu une FCP en direct la semaine passée, on a fait une mise à jour, la présidente, le premier mois, après un mois que les écoles sont fermées. Aussi, il y a eu la suite, Hervé, c'est un article, une citation avec Daphné Dion-Viens la semaine passée. Aussi, j'ai fait une entrevue en anglais avec CBC Montréal. Alors, on ne lâche pas, on est sollicité un petit peu partout. Puis, samedi passé, Kevin a fait une entrevue sur la radio avec M. Paul Wood. Alors, puis je pense, Herbie, il va nous jouer un petit extrait, si je ne me trompe pas. Hervé? Oui, ça va dans tous les sens. Je l'ai dit tantôt, il y a autant de réalité que de familles. Là, il y a on entend des gens qui aimeraient que l'école recommence le plus vite possible. Il y en a qui disent moi, j'enverrai pas mes enfants, peu importe quand l'école va réouvrir, moi, je les enverrai pas avant septembre prochain. Donc, il y a vraiment des multitudes de réactions. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut répondre à ces questions-là. Puis, quand on va annoncer la réouverture des écoles aussi, là, faut que les écoles soient prêtes à accueillir, nos enfants. Donc, on parle de distanciation sociale, là, encore. Donc, la règle du 2 mètres. Donc, il faut que les écoles soient prêtes à accueillir nos jeunes. Donc, ça va-tu prendre des réaménagements dans nos classes? Qu'est-ce qu'on va faire avec le transport scolaire, les autobus, les récréations, les horaires, l'hygiène des jeunes? Qu'est-ce qu'on va faire avec les professeurs? Qu'est-ce qu'on va faire avec les professeurs aussi? Donc, vous m'avez entendu parler. Donc, j'aime toujours pas ça, pas plus qu'avant de m'entendre parler, mais ce que je dis et ce que je répète là, quand les médias m'appellent, surtout sur l'ouverture des écoles, c'est que les parents ont besoin d'avoir plus d'informations. Hein. On vous entend, on reçoit vos commentaires, même encore ce soir, là, vous écrivez, vous utilisez notre clavardage là, pour encore poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos craintes.
Corinne l'a montré, hein, on travaille fort, on travaille beaucoup dernièrement. Toute l'équipe est mise à contribution. Les rencontres, les comités siègent environ aux deux jours. Ils siègent depuis la semaine dernière, mais ça avance, ça commence à avancer. Je crois qu'on va commencer à avoir certaines réponses, certains éclaircissements bientôt. En fait, on l'espère. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on réitère au ministère, aux ministres, aux autorités. Donc, on a besoin d'avoir plus d'informations. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de questionnements. Je vais leur dire, pour moi, il y a deux choses qu'on a besoin de savoir en premier lieu quand la réouverture des écoles va être annoncée. La première, c'est, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait réponse à toutes les questions, toutes les craintes. Moi, je pense qu'il y a autant de réalités familiales qu'il y a de familles au Québec. Il y a des familles que les deux parents travaillent dans les services essentiels. Il y a des familles que les deux parents sont en télétravail. Il y a des familles monoparentales. Il y a des situations particulières aussi. Il y a des élèves qui sont à risque si jamais ils pourraient attraper la COVID. Il y a des familles qui vivent sur le même toit que des personnes âgées. Donc, il y a autant de réalités que de familles. Il y a autant de réalités il y a autant de craintes, je pense, que de familles au Québec. Donc, toutes ces craintes-là, tous ces questionnements-là, n'hésitez pas, envoyez-nous-les. Nous, on s'assure qu'ils soient retransmis aux bonnes personnes, aux décideurs, pour qu'on ait plus d'informations puis de plus en plus à vous transmettre. Hein. Corinne en a parlé un peu plus tôt, la foire aux questions. N'hésitez pas à aller la voir puis aller voir celle qu'on vous communique aussi, celle du gouvernement. Donc, il y a beaucoup de détails, beaucoup de détails. Il y a certains détails, certaines réponses, en fait, à vos questions, puis elle est mise à jour régulièrement. Donc, en envoyant vos questions au ministère, donc, ils mettent à jour cette foire aux questions-là. Je l'ai dit, je répète, j'ai dit juste la première condition, hein, il faut répondre à toutes les craintes des parents. La deuxième, il faut que les écoles soient prêtes, il faut que les classes soient prêtes, il faut que tout soit prêt pour accueillir nos jeunes, nos enfants. Je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Corinne l'a dit encore un peu plus tôt, là, je ne répéterai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, les classes, le transport scolaire, l'hygiène. Donc, tout ça, il faut penser à toutes les réalités des familles. Puis on a aussi, bien entendu, une préoccupation aussi pour les élèves plus vulnérables. On sait que les écoles pouvaient servir un certain filet social là, pour les enfants un peu plus vulnérables, pour les familles un peu plus vulnérables. Donc c'est important que tout ça soit pris en compte quand l'annonce de réouverture des écoles va être faite avec les commentaires de M. Legault cet après-midi. En fait, moi, je m'attends bien à ce qu'on ait plus de détails cette semaine, plus de réponses à nos questions dans les jours qui vont suivre. Donc, sur ça mettrait fin à notre première partie. Je vous avais dit 2 parties aujourd'hui. La deuxième partie, mise en œuvre du projet de loi 40 et sur la gouvernance. Donc, je vais laisser à Jean-François le micro, s'il veut bien le prendre pour la suite de notre FCPQ en direct. Bon, ben merci Kevin. Moi, je vais naturellement parler des aspects plus légaux, le projet de loi 40, puis district EHDA. Commencer avec le projet de loi 40, je pense qu'on n'a pas besoin de trop faire de mise en contexte. Déjà, depuis le premier jour de confinement, autour du 12 mars, nous, ce qu'on répétait aux partenaires, puis ce qu'on répétait aussi au ministère, c'est qu'il fallait plancher tout de suite sur le projet de loi 40, avoir des orientations claires parce que ça allait être source de beaucoup de questionnements. Puis, à ce moment-là, ce n'était pas encore urgent, mais c'était important qu'on ait des orientations. Puis là, les jours avancés n'ont toujours pas d'orientation claire sur qu'est-ce qui va arriver avec le projet de loi 40. Puis tout ce qui est en lien avec la mise en œuvre des dispositions, puis de la création des conseils d'administration, parce que là, on est rendu aujourd'hui le 20 avril, puis selon l'échéancier de transition de la loi, les avis d'élection pour les parents au conseil d'administration sont supposés arriver d'ici le 1er mai 2020. Fait que demain matin, théoriquement, vous pourriez recevoir de votre direction générale un avis d'élection pour élire les parents du comité de parents au
conseil d'administration. Donc, c'est sûr que là, on est rendu plus dans le urgent que dans le important parce qu'on n'a pas d'orientation en tant que telle sur qu'est-ce qui va arriver avec ces élections-là. On a l'avis d'élection, comme je disais, mais aussi l'élection qui doit se faire avant le 1er juin. Puis, ce qu'on sait, c'est que c'est une minorité de comités de parents qui sont en mesure actuellement de se rencontrer par visioconférence. Tout est suspendu, donc c'est difficile d'imaginer comment on peut procéder à des élections actuellement au conseil d'administration. Donc, on demande encore d'avoir des orientations claires à ce niveau-là parce que ça va presser. Je pense que c'est important d'être capable de vous rassurer sur les échéances qui s'en viennent, puis la manière dont on va le faire. Puis la semaine dernière, je soulignerais le travail d'Annie de l'exécutif qui a fait plusieurs appels auprès de délégués pour poser quelques petites questions, dont la question sur qu'est-ce que vous pensez des échéanciers pour le projet de loi 40. Puis la totalité des personnes qui ont été contactées disaient que oui, ça serait préférable de reporter ces élections-là pour plusieurs raisons. Parce que probablement, actuellement, dans le contexte qu'on est, des élections, il y a beaucoup de craintes à ce que ça ne soit peut-être pas légitime ou qu'il y ait des illégalités, que ce soit compliqué à faire un processus légitime d'élection par visioconférence, par courriel, parce que ce n'est pas tous les comités de parents qui sont capables de se rencontrer par visio. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de craintes à ce niveau-là. Puis aussi le fait qu'actuellement, les énergies sont beaucoup canalisées pour les enfants, le support qu'ils donnaient à la maison, puis aussi le maintien des apprentissages. Puis comme je disais, le troisième élément aussi, actuellement, tout est paralysé, suspendu. Donc, c'est difficile d'imaginer que d'ici un mois et demi, un mois et 10 jours même, on va être capable de procéder à des élections en bonne et due forme au conseil d'administration, un nouveau conseil d'administration. En part de ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est énormément anxiogène, puis que nous, on insiste énormément depuis le 12 mars pour avoir des orientations claires à ce niveau-là, pour être capable de se gouverner, puis de travailler sur les priorités, parce qu'actuellement, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse, puis ça commence à presser. On a quand même pris les devants dernièrement pour faire une proposition en lien avec ce que les éléments qui ont été recueillis par la consultation avec les délégués, c'est de faire une proposition pour un report des échéances du projet de loi 40. Ça a été discuté aussi avec d'autres partenaires à la table au ministère, là. En gros, ce qu'on suggérait, c'est de reporter les élections des parents au CA pour le 1er novembre 2020. Ça laisserait un moment de revenir plus en normal, puis que les élections puissent se faire en bonne et due forme au courant du mois de septembre-octobre, puis que les conseils d'administration par la suite seraient constitués au plus tard le 15 novembre 2020, avec les premières séances qui vont nommer aussi les membres de la communauté, puis que la période transitoire, actuellement, il y a une période transitoire qui est prévue et que tous les pouvoirs qui étaient autrefois ceux du conseil des commissaires qui sont dévolus au DG, c'est sûr que là, on prévoirait que cette période transitoire-là se poursuivrait jusqu'à la date des élections, mais c'est sûr que nous, c'était une préoccupation qu'on avait déjà dans notre mémoire au moment de passer en commission parlementaire en novembre, c'était que c'est pas nécessairement un service à rendre à tout le monde, qu'une seule personne soit titulaire de tous ces pouvoirs-là. Donc, ce qu'on proposait, c'est qu'il y ait, dans cette période transitoire-là, qu'il y ait quand même une liste de dossiers, de décisions qui seraient prises par les DG, mais qui devraient être précédées d'une consultation obligatoire des comités de parents. Donc, ça, c'est la proposition qui avait été discutée dans les dernières semaines, mais qu'il n'y a pas de suite qui a été donnée à ça. Ensuite, le deuxième sujet que je voulais discuter avec vous, c'est au niveau de la représentation des HDA. En fait, on va remonter jusqu'en octobre 2019. Il y a eu le premier dépôt du projet de loi, les consultations qui ont été lancées. Puis, un point qui est sorti, c'est que le lien entre le comité HDA et le conseil d'administration était nécessaire. Puis ça, c'était quasiment par la quasi-totalité des répondants qui avaient signifié ça, ce qui a donné en novembre 2019, avec le CG puis le dépôt du mémoire en commission parlementaire, que le lien avec le comité HDA était une exigence, c'était non négociable.
c'est une exigence parmi les 28 recommandations qu'on avait. En novembre 2019, il y a aussi plusieurs démarches qui ont été faites, des communiqués, des entrevues, des démarches avec les députés pour vraiment insister sur l'exigence de la représentation des HDA au CA. Donc, c'était un sujet vraiment qu'on travaillait fort. Ensuite, on arrive en janvier, il y a eu le communiqué qui a été publié le 15 à la suite de la première exigence qui avait été répondue là, avec le lien entre le comité de parents puis le conseil d'administration, mais qu'on ajoutait aussi qu'on restait à l'écoute de la commission pour s'assurer que la deuxième exigence soit aussi répondue en commission parlementaire avec un amendement. En FCPQ, en direct le 20 janvier, on a répété aussi ça, que oui, on avait eu la première exigence, mais qu'il y avait beaucoup de travail qui était fait encore, puis qu'on ne lâchait pas le morceau pour cette deuxième exigence-là. Puis c'est tout ce qui s'est passé en janvier, puis avant aussi, on a discuté avec beaucoup de gens, que ce soit au ministère, mais avec aussi les autres partis politiques, l'opposition qui sont je ne veux pas dire une arme, mais que c'est aussi des collaborateurs importants en commission parlementaire pour proposer des amendements, discuter d'amendements, puis insister sur certaines priorités. Donc, voilà. Ça nous amène maintenant le 7 février, l'adoption du projet de loi qui est devenu la loi. Il y a eu plusieurs discussions jusqu'à la fin pour inclure un amendement pour les HDA. Puis, finalement, on n'a pas été entendu à ce niveau-là non plus. Finalement, à la suite de l'adoption, on a continué à travailler pour trouver des solutions sur la représentation des HDA. Puis, ce qui est ressorti de la part des partenaires aussi, c'est que c'était peut-être une idée que dans l'établissement des districts, d'en prévoir un qui serait pour les HDA. Donc, c'est ce qui a été soumis au ministère. Puis la réponse qu'on vous voyez sur le PowerPoint en orange, là, ce qui a été répondu, c'est que finalement, la loi n'autorise pas de réserver un territoire HDA. Validation faite, la seule option est que le hasard fasse qu'un des parents élus dans une circonscription soit élu par le comité de parents OCA. Donc, on s'était fait dire non sur cette possibilité-là. Donc, par la suite, on a continué les réflexions, mais pour cette facette du district HDA, c'était un nom assez clair qu'on avait reçu. Puis finalement, le 5 mars, on a appris dans la revue de presse que la Commission scolaire de Laurentides avait décidé d'établir un district HDA. Donc, à ce moment-là, dès le lendemain, on a validé avec le ministère pour voir si c'était quelque chose qui était possible finalement. Puis qu'on s'était fait dire non, mais qu'il y a une commission scolaire qui l'a fait. Ben, c'est quelque chose qu'on avait réfléchi avant. Donc, on voulait voir si finalement c'était possible. Donc, on n'a pas eu de suivi. C'est quelque chose qu'on s'est fait dire que ça allait être validé. On a demandé un suivi le 2 avril, demandé un autre suivi au cabinet cette fois-là, le 8 avril. Puis, le 16 avril, on avait aussi une rencontre au sous-comité des autres considérations juridiques. Puis, on a aussi parlé de ce sujet-là. La FCPQ puis d'autres partenaires aussi ont soulevé le fait que c'est quand même une question qui est importante parce qu'on s'est fait dire non au départ, puis finalement, il y a une commission scolaire qui l'a fait. Fait que si c'est oui, finalement, qu'on a le droit de le faire, mais nous, on veut que les comités de parents qui sont intéressés aussi à avoir un district HDA qui puissent le faire. Ou si c'est non, bien, de corriger ce qui s'est fait dans l'autre commission scolaire. Donc, on n'a toujours pas aujourd'hui, le 20 avril, toujours pas d'orientation sur cette possibilité-là. Ça, c'est quelque chose qui va influencer les échéances à venir aussi. Parce que c'est sûr que si on a à refaire des districts pour une raison ou une autre, puis qu'il y a une directive qui est faite à cet effet-là, bien, ça va repousser nécessairement tout le reste. Puis aussi, la consultation qui a été faite téléphoniquement la semaine passée, c'est un point qui est revenu assez clairement, là, que les parents souhaitent une représentation à HDA, au CA. Donc, on attend de voir des orientations pour déterminer si oui, finalement, c'est une possibilité de faire un district HDA. Puis si c'est le cas, ben, on va prendre les mesures pour s'assurer que les comités de parents qui désirent le faire puissent le faire aussi. Puis de déroger un peu, c'est la limite, effectivement, le 9 mars, mais
Après ça, on a su qu'il y a peut-être un changement dans les orientations. Fait que c'est sûr que si finalement c'est oui, qu'on peut le faire, ben nous, on va demander à ce qu'il y ait une directive X pour être capable de revenir en arrière ou quelque chose du genre. Donc, c'est à suivre. On attend toujours de voir les orientations avec ça. Puis c'est quelque chose qui a été répété à maintes reprises dans les rencontres ministérielles dans les dernières semaines. Maintenant, comme je le disais tantôt, là, on a consulté par téléphone les délégués, puis avec les discussions qu'il y a eu dans les comités ministériels, c'est sûr que la proposition qui ferait le plus de sens pour tous, c'est de repousser l'envoi des avis d'élection pour le 1er octobre 2020, que l'échéance pour l'élection des parents puisse être repoussée au 1er novembre 2020, que les représentants de la communauté soient élus au plus tard le 10 novembre. Donc, tout ça laisserait le temps à la situation de revenir à la normale, puis que les comités de parents puissent se réunir adéquatement plus tard. Entre-temps aussi, que la première séance soit le 15 novembre, mais que d'ici là, à partir du moment qu'on dit OK, on repousse les échéances, mais que ça ne soit pas juste repousser tout l'aspect transitoire aussi, c'est que là, il faut que cette directive-là soit accompagnée d'une liste exhaustive avec tous les sujets qui font partie des pouvoirs des conseils de commissaires qui sont maintenant dévolus au DG pendant la transition. Il faut que ces sujets-là, il y ait une liste claire pour qu'il y ait une consultation préalable puis obligatoire des comités de parents, pour pas que ce soit juste une personne qui puisse décider jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas un service à rendre à personne. Donc, voilà, on a fait une liste préliminaire déjà, là, comme ça va être indiqué sur le PowerPoint, c'est des suggestions. On a fait le tour de tout ce qui était prévu dans la loi pour les pouvoirs des conseils, des commissaires qui sont dévolus au DG. Fait qu'on a fait le tri pour voir qu'est-ce qui serait pertinent que le comité de parents soit consulté à partir du moment qu'on prolonge les délais, mais que cette nouvelle transition-là soit effective. Donc, je vais les nommer rapidement. Il y avait le budget du centre de service, la délégation de pouvoir qu'un conseil des commissaires pouvait faire, la définition des orientations des priorités du centre de service scolaire, la détermination du nombre de représentants de chaque groupe au comité HDA, l'attribution des ressources financières au comité de parents et au comité HDA, ensuite l'actualisation du PEVR, l'établissement du plan triennal de répartition des destinations des immeubles, l'octroi de l'acte d'établissement, la conclusion d'entente pour la prestation de services avec un autre centre de services scolaires, les ententes avec les corps de police et les organismes du réseau de la santé en cas d'intimidation de violence, la préparation du rapport annuel, l'établissement des programmes conformément aux articles 223 et 224 de la LIP, la détermination des services éducatifs qui sont dispensés par chaque école en vertu de l'article 236 de la LIP, l'établissement du calendrier scolaire, la détermination des critères d'inscription dans une école établie aux fins d'un projet particulier, l'affectation du personnel dans les écoles, la conclusion de contrat pour la construction ou rénovation d'immeubles, la conclusion d'entente pour l'organisation du transport, puis aussi tous les sujets de consultation de base, de quoi que les articles qui sont prévus déjà, qu'il y a une consultation préalable du comité de parents. Donc, c'est oui, on ajoute des éléments, mais il ne faut pas oublier non plus les éléments qui sont à la base de consultation obligatoire. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stock. Nous, on s'est permis d'en mettre beaucoup. C'est des suggestions, c'est des propositions qui vont être travaillées aussi avec les partenaires. Donc, ça risque de changer, qu'il y ait plus de trucs ou moins de trucs, on ne le sait pas encore. Mais nous, notre proposition, c'est ça. Après avoir discuté avec les gens au ministère, avec les partenaires, avec les délégués, puis aussi avec le gros bon sens aussi, puis qu'actuellement, c'est difficile de penser faire des élections en bonne et due forme, surtout si les écoles demeurent fermées, puis qu'il est possible pour les comités de parents de se rencontrer. Donc, c'est à voir les prochaines orientations du ministre à ce sujet-là. Je sais qu'il y a des rencontres encore de prévues cette semaine. On risque d'avoir plus de détails. Mais pour l'instant, voici c'est que ce qu'on nous, on a pris les devants pour proposer. Je vais, avant de repasser la parole à Kevin, je vais juste revoir dans les questions s'il y a des points que je pourrais répondre. Les CE,
non, là non plus, on n'a pas beaucoup d'orientation autre que ce qu'il y a dans les questions-réponses sur les visioconférences, que en théorie, la loi ne le permet pas pour les CA parce que c'est public, mais il faut peut-être commencer à prévoir des mesures alternatives. Donc, on s'est discuté la semaine passée avec le ministère, puis on risque d'avoir des directives plus claires à ce niveau-là, surtout parce que si on y va avec des mesures alternatives, ça risque de déroger à la loi. Donc, il va y avoir probablement quelque chose qui va suivre dans les prochains jours ou la semaine prochaine. Oui, tu peux le mettre. Mélanie Morin, je pense qu'il voulait s'adresser. Ben moi, dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est, là, vous avez dit qu'il y avait des choses que vous aviez fait pour avancer. Nous, dans nos comités de parents, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider ou pour aider à ce que ça avance plus rapidement? Parce que moi, dans la commission scolaire, aujourd'hui, par miracle, on a quelques documents qui sont arrivés, mais avant ça, absolument rien, puis surtout rien sur la position de la GA. Oui, je pense que je pourrais laisser Kevin répondre à ça dans son point sommaire sur le projet de loi 40. Je pense que c'est une excellente question. Merci Jean-François. Merci Mélanie pour ta question. Juste un petit wrap-up de ce que Jean-François vient de dire là, avant de répondre à la question à Mélanie. Avant de proposer une réponse, en fait, je voudrais remercier Annie qui a fait le tour de la majorité, la très grande majorité de nos comités de parents. Là, Annie, membre de notre exécutif, donc pour faire un petit sondage rapide là, sur la position de chacun de nos délégués là-dessus. Une orientation pour s'assurer que nos orientations étaient bonnes par rapport à ça. Donc, on comprend que c'est peut-être pas la priorité du gouvernement présentement. Qu'est-ce qu'il y a avec le projet de loi 40? Qu'est-ce qu'il y a avec nos conseils d'établissement, district AGA? Mais c'est quand même de quoi qui arrive vite. Là. Le 1er mai, c'est la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine, on va être au mois de mai. Donc, ça l'approche, ça arrive assez vite. Puis moi, je ne vois pas. Puis ce qui a été récolté par Annie pendant cette consultation-là, c'est que les parents n'ont pas la tête à nommer d'autres parents sur le CA. Ce n'est pas la priorité du moment. Comment on va faire pour faire nos rencontres de comité de parents? Est-ce que ces parents-là vont être nommés, élus de façon légitime? Est-ce qu'on ne se pose pas des recours? Donc, c'est ce qui arrivait. C'est ce qui a été soulevé. C'est des questions qu'on a aussi, qu'on soumet aux autorités, qu'on soumet au ministère, qu'on soumet au ministre. Malheureusement, on n'a pas la réponse, même si dans certains cas, ça fait plus qu'un mois qu'on pose nos questions. On comprend que ce n'est pas la priorité, mais c'est quand même important sur la suite des choses, l'implication des parents. La question de Mélanie, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à faire avancer ça? Moi, j'ai le goût de vous retourner la question. J'aimerais beaucoup ça. Là, le clavardage est très actif. Là, je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les questions, tous les commentaires, mais j'ai le goût, pendant qu'on finit notre FCPQ en direct, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous appuyer dans vos comités de parents? Puis le commentaire que Mélanie elle avait, puis que j'ai vu passer aussi dans les questions par d'autres personnes, on n'a plus de lien avec la commission scolaire. Il y a certains comités de parents qui m'appellent, des personnes qui m'appellent, qui me disent on a perdu le lien qu'on avait avec nos DG, nos commissions scolaires depuis les derniers mois. Et on sait qu'il n'y a plus de conseil des commissaires, donc il n'y a plus de commissaires parents. Donc la voix des parents, elle peut être perdue dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, moi, j'ai le goût je vois déjà qu'il y en a qui ont commencé à répondre. J'ai le goût de vous demander si vous n'avez pas des suggestions pour nous. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vous appuyer chez vous pour faire soulever, pour que nos recommandations, pour que nos questions soient enfin répondues? Je sais que, Corinne, tu vas prendre des notes. Oui. Marie-Hélène, qui est là en arrière. Qu'on ne voit pas, mais qui, je pense, prend tout en note vos questions pour mettre à jour notre liste de questions-réponses. Au début, quand je parlais, j'ai pris en note quelques questions, aussi quelques questionnements que vous aviez sur la réouverture des écoles. Petit mot de la fin,
On reçoit, probablement que vous l'avez reçu aujourd'hui ou hier, s'il y en a des enseignants qui ont pris de l'avance, on reçoit nos trousses pédagogiques pour faire travailler nos jeunes, nos enfants à la maison. Je sais que des fois, ce n'est pas toujours facile, des fois, ce n'est pas toujours l'idéal, des fois, la trousse ne convient pas à tout le monde, des fois, c'est pas assez, des fois, c'est trop. Il y a d'autres outils qui existent, Télé-Québec, qui font une programmation spéciale. Il y a Alloprof qui est là, il y a la plateforme École ouverte qui est encore disponible. Mais dans tout ça, moi, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est de ne pas se mettre de la pression. Nous, les parents, on reçoit ça, c'est des suggestions, c'est des recommandations, mais on ne doit pas se mettre de pression. On en a déjà assez présentement. Puis je pense que, je le répète, je le dis souvent, c'est nous, les parents, qui sommes les mieux placés pour savoir ce que nos jeunes, ce que nos enfants ont besoin. Sinon, vraiment, le mot de la fin, c'est la semaine de l'action bénévole cette semaine. Donc, je voudrais remercier tous les parents qui s'impliquent bénévolement pour la réussite de leurs jeunes, qui s'impliquent bénévolement et qui s'engagent aussi dans nos écoles. Donc, lâchez pas. Merci de le faire, puis merci de le faire bénévolement. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Et merci de votre participation spéciale ce soir. Bonne soirée.